Bonjour ou bonsoir à vous tous. Heureux de vous retrouver dans le Monde en 7. Nous sommes le samedi 29 juin 2024. On va évoquer 4 sujets comme d'habitude. Nous parlerons des États-Unis avec ce premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump. On ira du côté du Kenya pour évoquer la loi des finances. Le pouvoir a reculé face à l'ampleur des manifestations. La crise entre le Niger et le Bénin, les deux anciens chefs d'État, Nicéphore Soglo et Thomas Boni-Yayi, ont tenté de faire la médiation. Et puis nous parlerons du Togo, la nouvelle constitution, toujours décriée par les organisations de la société civile qui appellent à une manifestation le 30 juin prochain. J'évoque ces 4 sujets, avec mes deux invités. Marcel Aguessinou est journaliste et juriste. Bonsoir Marcel. Bonsoir Sam et bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Je saisis cette opportunité pour vous saluer vous-même. Merci. Et mon co-débatteur en couleur d'un parti au pouvoir. C'est donc, la même couleur que vous avez mis aussi. Il y a des métissages à mon niveau. Donc, que le Tout-Puissant nous assiste le long de ce débat. Merci beaucoup. Et face à vous, Frédéric Azeglo, qui est suppléant conseiller régional du parti au pouvoir, l'Union pour la République, dans le Yoto. Bonsoir Frédéric Azeglo. Bonsoir Samuel. Je suis heureux d'être dans le studio ce soir. Merci. Voilà, nous sommes là, remercions Dieu qui a permis ceci. Et voilà, que tout marche bien. Merci beaucoup, merci d'accepter l'invitation. On passe donc tout de suite au premier sujet, les États-Unis. Le président américain Joe Biden et son prédécesseur républicain Donald Trump ont débattu, c'était le jeudi 27 juin dernier, dans une atmosphère tendue où les invectives se sont déchaînées durant les 90 minutes de débat télévisé. La voix de Joe Biden était à peine audible, ses mouvements étaient lents et son regard absent. Le président américain a plusieurs fois bégayé, il s'est repris laborieusement, a perdu le fil de sa pensée. Et face à lui, on a vu un Donald Trump qui a fait du Trump, qui s'est donné à cœur joie, se moquant des difficultés d'élocution de son adversaire. En tout cas, à la fin de ce débat, ce qui est à retenir, Marcel Aguessinou, pour beaucoup, c'est que le président sortant Joe Biden est passé à côté de ce premier exercice. Mais on peut dire qu'effectivement, il est passé à côté du débat, comme ils l'ont fait régulièrement. C'est la tradition qui a été encore honorée depuis que les États-Unis ont eu leur indépendance le 4 juin 1796. Après quelques années avec la reddition de la Constitution de 1786. Donc les États-Unis n'ont jamais cessé d'exercer de confronter deux présidents ou bien deux candidats qui affrontent à une élection présidentielle. Et c'est la tradition qui a été honorée le jeudi dernier. Effectivement, vu son âge, le président actuel Joe Biden, 82 ans, face à un président sortant, son prédécesseur qui est Donald Trump, 78 à 79 ans, vous verrez avec satisfaction que Joe Biden ou bien Trump avait le vent en poupe. Et avait le vent en poupe, il tenait bien, il malmenait son challenger qui est un peu qui manquait même de mots pour au moins clouer le bec à Trump. Mais tout ce que Biden évoquait, il les évoquait avec beaucoup de difficultés. Même sa voix était tellement inaudible. Et ça fait que à nos jours, présentement, les démocrates, ils n'ont pas d'argument en tant que tel. Est-ce qu'ils vont changer Joe Biden à lui placer un autre candidat vu les difficultés qu'il a éprouvées face à face à un adversaire de taille, un milliardaire. Donc les difficultés commencent au niveau des démocrates. Et vous le savez bien plus que moi que Trump, c'est un candidat, on le veut ou non, qui a des arguments, même si ces arguments ne tiennent pas, mais il continue toujours par
manipuler l'opinion nationale et internationale en se basant sur les problèmes migratoires, la guerre en Palestine et en guerre en Ukraine. Donc aujourd'hui, il a bien harangué beaucoup de foules derrière lui et selon les statistiques, Biden risque de perdre ces élections du premier tour. Mais ce qui est un peu marrant aussi, je ne sais pas comment les démocrates ont fait que l'homme pratiquement noctogénaire a pris le pouvoir et aujourd'hui il n'arrive pas à tenir devant les caméras, alors que le débat va se poursuivre encore. Ils ont encore 2 autres débats à venir si les choses sont respectées. Vous avez suivi, Frédéric Azeglo, certainement ce débat, ou en tout cas des bribes. Est-ce que vous êtes d'avis avec les observateurs qui estiment que le président est totalement à côté de la plaque aujourd'hui? Oui, naturellement. Quand j'observe, j'analyse le duel Biden-Trump, je vais parler d'abord de Trump. Donald Trump, depuis son entrée en campagne, aux primaires jusqu'à maintenant, est un homme fort, est un homme qui est sûr de ce qu'il recherche. Eh bien, il a fait des prouesses. Je dis prouesses parce que personne n'a cru, dans le monde des vivants, que Donald Trump serait l'adversaire de Biden. Puisque tout le monde sait comment le monsieur a été malmené par rapport à ses comportements au lendemain de l'élection présidentielle. Il y a 4 ans, il y a beaucoup de problèmes à démêler avec la justice, tout ça là. Mais il est fort. Il répète ce qu'il dit. Il dit toujours la même chose. Il dit, je n'ai pas été vaincu, j'ai vaincu. Il dit, je vais reconquérir la Maison Blanche. Et là, il a réussi à se faire entourer de certaines personnes qui l'ont encouragé, qui l'ont poussé jusqu'à ce qu'il arrive là aujourd'hui. Alors Trump est quelqu'un qui est sûr de ce qu'il veut, qui est sûr de ce qu'il poursuit, qui se donne une certaine force par rapport, il dit, j'ai été triché, on ne me touchera plus, je retrouverai ce que j'ai perdu. C'est ce qu'il dit. Oui. Maintenant, opposé à lui, nous avons un Biden qui est déjà au pouvoir, qui est en train de finir un mandat. Et il a été critiqué depuis le début de son mandat dans son propre camp par rapport à son âge, par rapport à son inactivité ou à sa lenteur à réagir face à certaines choses. Il était d'abord critiqué. Et moi, je cherchais à savoir s'il y avait un mécanisme en politique chez les démocrates pour pouvoir demander à ce que le président sortant ne se représente pas. Mais je ne sais pas si il s'interdit de faire les primaires. Oui, quand il y a un président au pouvoir, il y a un candidat naturel, le président naturel. C'est ce que le parti, les démocrates, les démocrates auraient dû faire. Parce que personne n'est resté non informé des incapacités de Biden. Donc, pour moi, Trump savait ce qu'il cherchait. Joe Biden perd un peu les pédales. Alors, pas qu'un peu. Il perd les pédales. Quand nous prenons son colistier, la vice-présidente Kamala Harris, même s'est indigné de la nature de l'incapacité, de la faiblesse de Biden à débattre face à Trump le jeudi dernier. Et donc, actuellement, il doit avoir des difficultés au niveau dans le camp des démocrates, à voir si il faut toujours pousser Biden ou il faut trouver un mécanisme pour remplacer Biden. Et pour le moment, Donald Trump a le vent, comme l'a dit mon frère. Voilà. Justement, en tout cas, ce débat, c'est Biden le camp Biden qui a demandé ce débat, parce qu'il faut le rappeler, dans le calendrier normal, les premiers débats interviennent autour du mois de septembre, mais il a voulu très tôt, il cherchait certainement à démontrer quelque chose. Aujourd'hui, c'est pari perdu pour lui. Est-ce que vous pensez que le camp démocrate va pouvoir rebondir, préparer Biden, le requinquer pour le prochain débat dans 6 semaines? Mais ce serait un fiasco total parce que le processus est enclenché et c'est une course contre la montre. Et dire aujourd'hui qu'on va coacher Joe Biden, un président des États-Unis qui exerce pleinement ses pouvoirs dans des limites extraordinaires, c'est un peu compliqué de le coacher
face aux républicains. Ce n'est pas n'importe quel républicain, c'est Trump, un président sortant et qui avait prouvé ses prouesses de par le passé. Lorsque les résultats globaux ont été proclamés, il n'a même pas digéré sur que ce soit et il continue pas à clamer sa victoire pour revendiquer sa victoire qu'il a été volé. Donc aujourd'hui, les démocrates auront le jeu pour plairer parce qu'ils ont placé quelqu'un, un vieillard, à la maison Trump blanche. aussi est un vieillard. Mais Trump, c'est peut-être un vieillard en meilleure forme. Mais à la décharge de Biden, c'est qu'il y a 40 ans, il a subi une opération du cerveau. C'est peut-être tout cela lui joue des tours. Effectivement, tous ces problèmes ont été rejaillis le jour du débat. Et Trump avait effectivement demandé si on peut toutefois le prouver, le montrer, les analyses cognitives, cognitives plutôt. Donc c'est un peu compliqué parce que Trump a su utiliser le mauvais côté de Joe Biden, parce que Joe Biden, étant donné qu'il a subi une opération cognitive, et au moins il a perdu quelques organes mentaux, si vous me permettez. Il n'arrive pas à articuler les mots, il n'arrive même pas à parler fort dans le micro. Ça fait que Joe Biden prenait ses failles, donc ces manquements-là font que Joe Biden, lui, il était fort devant un président. Joe Biden, autant pour moi, était fort devant un président démocrate. Les démocrates sont des groupes, un réseau aux États-Unis qui sont tellement immensément riches aussi comme les républicains, et ils sont des politiciens aussi avérés. Mais face à un Donald Trump seul qui a été assolé de part et d'autre par les juridictions américaines, mais voilà où il a plombé Biden. C'est un peu compliqué. Maintenant, votre question est de savoir si aujourd'hui on peut toutefois vite arranger les choses, redonner de l'énergie. C'est trop tôt, c'est trop tard, parce que le processus est déclenché et c'est une course contre la montre. Il y a beaucoup d'autres débats à venir, comme je le disais. Est-ce que vous ne pensez pas, parce que le camp démocrate le reconnaît, le débat n'était pas de très haut niveau, mais il n'est pas impossible que Joe Biden se relance? Oui, pour moi, il n'est pas impossible. On peut toujours le faire. Puisque Joe Biden est un vieux ancien de la politique américaine. Oui. Il a passé plusieurs années à la Maison-Blanche au pouvoir. Il a été le vice-président de Barack Obama pendant 8 ans. Donc, il était au pouvoir. Sa longévité au pouvoir dépasse celle de Donald Trump. Il a l'expérience. Il arrive souvent quelque chose. Quand vous êtes devant un débat, il peut arriver des jours où vous soyez mal réveillé et que les mots vous échappent, le raisonnement aussi. Tout ça, ça peut amener quelqu'un à débattre faiblement. Mais lui, le problème, c'est que la question de sa santé mentale faisait déjà l'objet de débat. Oui, c'est un monsieur qui articulait difficilement, qui oubliait des phrases. Parfois, on pouvait le voir, tout le monde regarde dans une direction, lui se tourne vers une autre direction. On posait déjà des questions sur sa capacité à gouverner. Quand il voulait parler de l'Ukraine la dernière fois, il parlait de notre pays, je vois. Mais bon, là, il appartient aux démocrates de voir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que on n'est qu'à l'avant-début de la guerre. Encore, bon, pas la guerre entre griffes, de la bataille électorale. Donc, il peut faire quelque chose encore. Il peut faire, ou alors, je ne sais pas s'il est possible d'éviter les débats. Parce qu'il doit continuer dans cette logique de débat, les démocrates seraient totalement à terre. Parce que c'est leur champion qui sont en train de passer devant, qui est Biden. Et si le champion va toujours fléchir devant le champion de l'autre camp, ça ne pourra pas arranger les démocrates. Et donc, s'il y a du travail à faire, on peut le faire. On peut faire du travail. On peut faire du travail et voir s'il faut plutôt faire des débats sur juste 30 minutes. Mais il y a du travail à faire pour que Biden retourne dans l'arène et travaille comme on l'entend. On va l'espérer de lui. Alors, il faut aussi souligner que au niveau des deux camps, que ce soit républicain ou démocrate, les deux candidats ne sont pas encore investis. On attend les conventions qui doivent arriver pour investir les deux camps. Et l'ancien conseiller de Barack Obama, Van Jones, lui, il a déjà pris position. Il dit, je cite, « Il nous reste du temps d'ici à la convention et il faut trouver une autre solution. Mais tous les analystes s'accordent pour dire que
remplacer Joe Biden, et d'abord par qui? Kamala Harris est aussi très impopulaire. Il y a véritablement personne qui se dégage aujourd'hui. Mais est-ce que c'est dans la tradition américaine qu'un président légalement élu et lorsqu'on a programmé un débat médiatique et on le remplace par son vice-président, je ne suis pas sûr que c'est chose. Mais ça peut être possible. Ça peut être possible dans la mesure où, si, en cours de route, on trouve que il ne répond plus mentalement. Je crois que l'homme, tout peut arriver à un homme. Et surtout que bon, il est invalide, il ne peut plus. Je crois que la loi peut permettre aux démocrates de trouver quelqu'un et de le remplacer. La question, la chose dont on peut parler, c'est la popularité de la personne qu'on va prendre pour faire face à ce tonitruant de parce Donald que Trump. dans le camp démocrate, personne n'émerge aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est comme s'ils n'ont pas préparé la relève, sauf Biden qui est président des États-Unis. Derrière lui, on ne voit pas un candidat, un adversaire potentiel qui pourrait faire face à Trump ou bien à faire face aux républicains. Je suis un peu étonné de constater qu'il y a des anciens présidents au niveau au rang des démocrates et ils n'ont même pas su placer un jeune à la tête de leur bon, ils ont des primaires, donc c'est celui qui a gagné les primaires qui passe. C'est ça voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Celui qui a gagné les primaires, c'est lui qui passe. Mais parfois, il faut des arrangements pour que l'autre là que vous voyez en face, qui ne gagne pas forcément les élections. Il y a des difficultés. Il y a aussi un président américain. Ce n'est pas parce que tu es président américain et tu es limité aux États-Unis. Un président américain, c'est comme un gouverneur au monde. Et tu vas gouverner presque toute la planète. Voilà qu'aujourd'hui, un président américain, avec son âge de 82 ans, il n'arrive même pas à articuler, il n'arrive même pas à marcher, même monter dans son avion là-bas. C'est un peu compliqué. Tout est compliqué pour Biden face à un candidat président sortant. Je peux dénommer entre griffes fou un Trump qui partout où lui passe, il laisse au moins des traces. Je crois que quand on parle de l'âge de Biden, de son incapacité, etc., c'est des arguments pour l'affaiblir. Puisque Trump, oui, et Biden, oui, mais il va gouverner, mais ce n'est pas lui qui fera tous les travaux. Il aura un gouvernement, des secrétaires. Il y a tout un ensemble de politiciens qui vont l'entourer, qui vont travailler. Et donc, quand on entend parler de son âge, de son capacité à s'exprimer, tout ça là, les États-Unis, c'est une république. C'est des États. Et donc, oui, les capacités, mais c'est lui. Mais même si aujourd'hui, on met en parenthèse Joe Biden, l'Amérique serait correctement gouvernée par les démocrates qui sont là. Imaginez que en cours de deux mandats, ils deviennent invalides. Le pays serait gouverné. Ah oui. Oui, puisque c'est une machine qui gouverne. Ce n'est pas la personne de Biden qui va gouverner. Mais je crois que c'est un argument politique pour dire que bon, c'est pas toi. Puisque dans son propre camp, il y a des gens qui ne voulaient pas de lui. Oui. Comme dans le camp de Trump, il y a des gens qui ne voulaient pas de lui. Je me rappelle, Trump, lorsqu'il était au pouvoir, il y a un officiel américain qui a écrit, je crois que c'est John McCain qui a dit, si je meurs, Trump ne reviendra pas à mon enterrement. Je le voyais le jour là qu'on enterrait. On enterrait John McCain, Trump jouait au golf quelque part. Et donc ça veut dire, même si aujourd'hui, Biden a des incapacités à travailler, son entourage, son gouvernement va travailler. Mais le problème, là où le bas blesse, c'est que l'incapacité à travailler ne se résume pas à l'incapacité de gouverner. Ici, ils étaient en plein pied dans un débat médiatique où les deux vont convaincre l'électorat. Les deux vont convaincre le monde entier, convaincre l'Ukraine, convaincre la Palestine et convaincre l'Afrique. Voilà qu'un président américain et qui éprouve des difficultés face à quelqu'un qu'on a encombré avec
des chefs d'accusation. Et il ne se retrouve même pas, Trump, il ne se retrouve plus. Mais voilà. Il n'a pas l'air d'être perturbé par Il n'a pas l'air d'être perturbé. D'autant plus que dans les sondages, tantôt il est en tête, tantôt ils sont au coude à coude. Donc ça ne le perturbe pas. En tout cas, on évoque, et comme vous le dites, on évoque la santé de Biden, mais ça ne l'a pas empêché d'être en train de diriger depuis 3 ans et demi. Ça montre qu'il y a derrière lui une forte équipe. Mais ce qu'on a aussi un peu retenu de tout cela, c'est que ils étaient venus pour débattre des questions comme l'inflation, l'immigration, le droit à l'avortement, l'Ukraine, mais manifestement, ils ne sont pas allés au fond de ces sujets. Ils se sont beaucoup invectivés. En fait, c'est Biden et Trump, c'est les gens qui se cherchaient de vue. Chacun cherchait l'autre. Ils voulaient se retrouver sur la ring, sur le plateau d'une télévision, pour que chacun puisse dire sa position, ce qu'il pense de la politique de l'Amérique. Et donc, les sujets qu'on a cités ne l'avaient pas intéressé. Et Donald Trump semblait dire: tu avais volé ma victoire en 2020. Et Joe Biden semblait plutôt dire à Trump: non, tu avais voulu casser le Capitole. Donc c'était ça plutôt ce qui les intéressait. Le règlement de compte, c'est pas trop les histoires des Américains de l'immigration, tout ça, l'Ukraine, tout ça là. Puisque moi c'est quelque chose. Quand en 2008, Barack Obama venait au pouvoir, il avait dit: si j'arrive, je vais fermer Guantanamo. Mais il n'a jamais fermé Guantanamo. Je veux dire, c'est ma propre analyse. Il y a une politique qui est écrite, déposée en Amérique, que quiconque arrive au pouvoir va respecter. Et donc, tout ce que Barack Obama avait dit, je me rappelle, en 2008, j'avais donné une conférence de presse sur Obama qui venait à la maison de la presse. Il y avait presque une trentaine de journalistes togolais qui étaient là. J'avais dit: Barack Obama allait au pouvoir, déjà me dit: non, un Africain ne peut jamais le pouvoir en Amérique. Mais quand il est arrivé, toutes les promesses qu'il a faites, je sais pas ce qu'il a pu remplir dedans. Ça veut dire les différents sujets qui font l'objet du débat de la dernière fois n'intéressaient pas trop les deux personnes au débat. Mais je veux rester président. Pourquoi je veux être président? C'est ce que Trump a voulu dire. L'autre, Biden, a voulu dire: non, tu ne viendras pas. J'ai pris, je serai encore là. Voilà ce qu'ils ont voulu dire. Les sujets ne les avaient pas intéressés en tant que tels. En tout cas, d'ici 6 semaines, on va suivre le deuxième débat pour savoir qui va l'emporter cette fois-ci. Et il faut savoir que aussi dans l'opinion américaine, ce genre de débats sont assez déterminants aussi. Effectivement, parce que ce sont des débats qui sont tellement suivis par les nationaux et même les binationaux. Donc c'est un débat qui est tellement suivi et espérons que la suite soit prometteuse et on espérait. Prometteuse comment? Je ne comprends pas. Dans le cas de Biden, dans le cas de Trump. Vous êtes trumpiste ou bien pro-Biden? En tout cas. De toute façon, que ce soit Trump ou Obama, le Togo Biden, reste le Togo. Que ce soit Trump ou Biden, le Togo reste le Togo. On passe du côté du Kenya. On descend donc sur le continent. On va évoquer donc ces manifestations qui ont secoué le pays ces dernières semaines. Le président Kenya, William Ruto, a annoncé, c'était le mercredi 26 juin dernier, le retrait du projet de loi des finances contenant des hausses d'impôts controversées après des manifestations meurtrières qui ont vu le Parlement s'embraser mardi. Dans un discours à la nation, il a déclaré qu'il était clair que les Kenyans ne voulaient rien savoir de ce projet de loi. Je concède, c'est ce qu'il a déclaré, ajoutant qu'il ne signerait pas le projet. Et selon la Commission nationale des droits de l'homme au Kenya, financée par l'État, au moins 22 personnes ont été tuées lors de ces manifestations. D'autres sources parlent d'au moins 36 morts. Alors, tout est parti donc d'un projet de loi des finances dans lequel, plusieurs hausses d'impôts et de taxes étaient annoncées. Par exemple, la taxe sur les produits de base comme l'huile, le pain, qui va connaître une augmentation de 25% pour l'huile et 16% pour le pain. La taxe sur la propriété des véhicules qui va être augmentée de 2,5%. En tout cas, il y avait beaucoup de taxes et Frédéric Azeglo, les jeunes Kenyans n'en voulaient pas. Oui, moi j'ai dans tous les cas salué la marche arrière du président William Ruto. Parce que un dirigeant a l'obligation d'écouter ce que dit son peuple, forcément. Mais c'est après plusieurs morts aussi. Après plusieurs morts. Mais bon... Est-ce qu'on devait en arriver jusque... Non, les morts, il faut toujours regretter les morts. Même un mort, c'est un mort de trop en Afrique. Un mort
quelle que soit la raison, c'est un mort de trop en Afrique. Mais, quand j'ai eu l'information, ce que j'ai dit, c'est que, voilà, on a sorti un projet de loi. Et normalement, les députés, pour qui les peuples ont voté, sont allés à l'Assemblée nationale du Kenya pour établir les lois. Et donc, les députés ont fait leur travail. Donc, ils ont sorti un projet de loi. Ce n'est pas encore une loi. Un projet de loi. C'est le gouvernement qui a envoyé le projet de loi qui a été adopté par le Parlement. Par le Parlement. Oui. Mais le président n'a pas encore... Non, ça veut dire que ce Parlement n'a pas écouté la voix de sa base. Parce que c'est la base qui s'est levée aujourd'hui pour dire non, mais les députés, ils ont voté. Et la base, je vais dire non parce que personne n'a sorti l'identité des jeunes qui ont manifesté. C'est les jeunes Kenyans. Les jeunes Kenyans. Et les députés représentent les Kenyans. Les députés représentent les Kenyans, mais les députés... Il y a aujourd'hui une sorte de... j'ai envie de dire... c'est-à-dire, on a un peuple qui cherche quelque chose et des élus supposés représenter ce peuple qui ne comprennent pas ce que ces populations cherchent. Bon, parce que quand vous mettez 16% sur le pain, 25% sur l'huile, j'ai envie de dire, les députés, ils vivent bien. Mais c'est monsieur tout le monde qui paye le prix. On peut le comprendre comme ça. C'est là le déphasage aussi. On peut le comprendre comme ça. Un député est un élu du peuple. Oui, mais très grassement payé. Très grassement payé. Oui. Un député est un élu du peuple et il y a une mission, il y a un cahier de charge à remplir. Alors, le gouvernement envoie un projet de loi que les députés ont adopté. Et donc, à l'unanimité. Bien sûr. Ont adopté à l'unanimité. Je ne sais pas si c'est l'unanimité, mais ils ont voté. Ma question est de savoir si les députés qui sont opposés à ce projet de loi à l'Assemblée nationale, c'est eux qui ont finalement mandaté les jeunes à aller courir dans la rue. Personne ne dit ça, parce que dès que le projet a été publié, les jeunes sont descendus pour dire non, trop de tasses, les tasses ont augmenté, ils ont dit non, le gouvernement aurait pu les écouter du premier coup, mais comme tout gouvernement, ils ont voulu faire la dure oreille, il y a eu beaucoup de morts. Non, je ne dirais pas la dure oreille. Vous savez, un État, c'est un État. Il y a une structure. Alors, il y a une manière légale de contester quelque chose. D'emblée, quand des gens sautent dans la rue, on sait ce que ça peut donner. Je ne suis pas là au Kenya, je n'ai pas eu les détails, mais j'imagine ce que ça peut engendrer, ce que ça peut déjà enclencher. Et donc, si on se laisse dans une bagarre entre manifestants et police, manifestants et gendarmes, le résultat, on le connaît. On pourra, ceux qui contestent le projet de loi, pourraient passer par d'autres moyens plus légaux pour le contester, au lieu de faire descendre des jeunes dans la rue, des jeunes qui ne comprennent pas, des jeunes peut-être qui ne sont pas. Est-ce que vous pensez comme quelqu'un que les jeunes ne réfléchissaient pas avant d'agir? Non, je ne dirais jamais ça. Mais quand on est jeune, quand on est jeune, on n'est pas à l'abri de beaucoup de choses. Le jeune, on peut le dire, bon, venez, allez manifester, venez, nous sommes là, venez, nous voulons prendre le pouvoir, venez. Donc, il y a des politiciens qui, des fois, cherchent des étincelles pour embrasser une situation et en tirer profit, oui. Le pain va augmenter. L'huile va augmenter. Oui. La taxe sur la propriété des véhicules, ça va augmenter. Il y a la taxe de 16% sur les biens et services destinés directement et exclusivement à la construction, etc. Vous pensez qu'on a besoin d'avoir l'intelligence de Friedrich Nietzsche ou de Einstein pour comprendre que votre pouvoir d'achat déjà faible risque d'être encore grugé? Non, pas du tout. Mais ce qu'on peut faire, c'est que cette histoire-là peut être contestée le plus légalement possible, surtout pour éviter les décès, pour éviter les morts. C'est pas eux, c'est la police qui a eu la gâchette facile. Attends, ils étaient où quand on les a tués? Excusez-moi. C'est des manifestations. On a vu les gilets jaunes en France, on n'a pas eu de manifestations, mais il y a eu des casses. On a l'impression que les polices en Afrique, véritablement, la gâchette, elle est facile parfois. Je ne prends pas la défense de la police du Kenya, ni des polices en Afrique, mais allez-y regarder dedans. Les patrons, les politiciens qui sont derrière ça, allez-y regarder dedans pour voir s'ils ont les enfants dans ces garçons-là qui sont tués. Oui, mais ça c'est un argument trop facile. C'est un argument trop facile. Allez-y regarder dedans. Est-ce que j'ai pas besoin d'avoir, moi je parle du Kenya, d'avoir l'enfant de, je sais pas moi, d'un politicien dans la rue pour comprendre que si vous êtes au SMIC et que vous devez acheter le pain, que vous achetez à 100 francs, vous devez l'acheter à 125, l'huile
qui était peut-être le bidon à 20 000, vous allez l'acheter désormais à 32 000. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait l'enfant de quelqu'un. Je vais dire aussi, il faut toujours éviter d'aller à l'affrontement avant de venir à la table de négociation. D'accord. On va écouter Marcel Agbessinou. Quand vous regardez donc les revendications de ces jeunes au niveau du Kenya qui ont finalement eu gain de cause parce que le président William Ruto ne sera pas plus royaliste que le roi. Il a dit je concède. Ça veut dire qu'il a reconnu que toutes ces taxes étaient de trop. Ok. Il a fait marche arrière et il n'était pas resté les bras ballants, mais il a fait preuve d'humilité. Mais ce que je peux dire concernant ce qui s'est déroulé la semaine passée au Kenya, notons avec satisfaction que William Ruto était venu au pouvoir grâce à la mobilisation de ces jeunes qui sont là aujourd'hui en train de contester. S'il était face à Raila Odinga. Donc c'est grâce à ces jeunes, la mobilisation accrue de ces jeunes qui revendiquent aujourd'hui, qui demandent seulement que des conditions de vie soient améliorées. Donc aujourd'hui, nous sommes à la numérisation et la digitalisation. On ne peut pas gouverner en autarcie, on ne peut pas gouverner dans un vase clos. Et c'est vrai qu'on peut toutefois prendre certaines décisions à huis clos. Et ça, on le voit de par certains pays, on le voit. Mais au Kenya, lorsque la loi de finances a été envoyée, le projet a été envoyé, et c'est un projet, ça émane naturellement du gouvernement. Et c'est l'Assemblée nationale qui va l'adopter, ça dépend des mécanismes et des procédures à suivre. Lorsque les jeunes ont été informés de la procédure, il y a un mouvement qui a été créé spontanément à Esnilo et ils ont créé des groupes de WhatsApp, des TikTok, des Instagram. Et c'est de là ils communiquaient. Et même il y a des numéros des ministres, certains ministres même qui appelaient pour les menacer. Que si vous passez, si vous insistez à passer cette loi à travers les députés, vous verrez telle chose. Mais le gouvernement n'a pas vite compris la situation. Et le 18, le gouvernement a adopté le projet et les manifestations ont commencé le 18 et le lendemain, le projet a été adopté. Et voilà, le 25, les jeunes ont envahi le Parlement. Une partie du Parlement a même été brûlée. Parlement. Et ils ont vandalisé, brûlé, incendié le Parlement. Et c'est une journée très chaotique qu'on a vécue au Kenya. Nous avons vu de longue distance. Mais une chose est de voir que, est-ce que la loi de finances, est-ce que c'est bon pour la population kenyane en ce moment précis, ou il faut la remplacer par d'autres choses? Parce que le pain, l'impôt, la taxe doit être revue à la hausse, alors qu'on voit la population kenyane, comme toute population en Afrique, les jeunes ne travaillent pas. Les jeunes sont des chômeurs, mais ils sont des consommateurs finaux. Et bien qu'ils soient des consommateurs finaux, ils vont trouver dessous de l'argent ou pour au moins payer ces impôts, ces taxes qui vont être revues à la hausse. Voilà la problématique que doivent débattre nos dirigeants, nos gouvernants, mais ils n'ont pas su gérer la situation et la situation les a échappés. Voilà que ils se sont retrouvés dans la rue au Parlement et le Parlement a été incendié. Je regrette les morts. En Afrique, régulièrement, on sort dans la rue, on dénomme les morts. Mais ailleurs, comme en Occident, ce n'est pas de cette manière qu'on recadre les manifestants ou bien les émeutiers. C'est un peu triste pour notre continent. Alors aujourd'hui, donc le président a fait marche arrière et à l'analyse, quand on se pose aussi une question. On a l'impression finalement, parce qu'on comprend le gouvernement qui avait besoin de rentrées financières, certainement pour faire face à certaines situations, mais chaque fois qu'un gouvernement a besoin d'argent, il appauvrit plus sa population. Pourquoi l'option de réduire le train de vie de l'État n'est jamais envisagée? La question est grande. Les personnes, les citoyens, dans chaque pays, chaque citoyen a un devoir envers sa nation. Naturellement. Dans tous les pays au monde. Et donc, c'est le début des impôts,
des droits de douane, de toute forme d'impôts. Et donc, quand un homme arrive au pouvoir, ou tout pouvoir a besoin de l'argent pour construire le pays, pour s'occuper du pays, c'est juste ces besoins-là qui font que quand les gouvernants, je me mets un peu à leur place, les gouvernants, ils vont, bon, qu'est-ce qui ne rentre pas? Qu'est-ce qu'on ne fait pas bien? Quel est le manque à gagner de l'État qu'on peut récupérer ici, ça et là? On dit des fois conformément à ça, et regardons voir si il y a des entrées qui vont nous permettre de gérer le pays. De construire la route, de réparer les écoles, de faire ce qui est bon pour le pays, à faire tout le travail qui est bon à faire dans notre pays. Et donc, c'est ça, ma foi, qui amène les gouvernements à dire, bon, voilà, il y a manque à gagner, il y a tel impôt qui n'est pas perçu. C'est tel impôt qui n'est pas perçu. Et voilà, il faut qu'on augmente tel, et qu'on le fasse. Je me rappelle les histoires de gaz de cuisine. Ici, chez nous, un jour, où le gaz que nous prenions en 1700 quelque chose, de 5 kilos, était passé à 5000 quelque chose. Et on nous a fait comprendre qu'il y avait une subvention de l'État pendant tout ce temps. Et que c'est la subvention qui était enlevée. À moins que je ne me trompe. À moins que je ne me trompe. Et donc, voilà un peu les choses. C'est pourquoi moi, je disais que la revendication de ces jeunes manifestants kenyans peut être légitime, voire très légitime. Mais je crois... Mais vous ne répondez pas à ma question. Je vais arriver. L'autre option. Je vais y arriver. je vais y arriver. Ouais. Ils ont fait une revendication très légitime, mais je crois qu'on devait d'abord privilégier la table de négociation au lieu d'aller tomber dans la rue et faire voir ce que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, une autre option, ça appartient au gouvernement, de se défendre, parce que l'État crée des moyens d'entrée d'argent. Oui, l'État crée des moyens d'entrée d'argent. C'est pas pour ça que l'État ne va pas réclamer, les États ne vont pas réclamer les impôts. Bien sûr. Mais la réduction du train de vie de l'État est une option aussi. Oui. Vous imaginez aujourd'hui si on disait à ces députés kenyans que votre salaire va être réduit de 30%. Ils ne vont pas être contents. Si on le disait aux ministres, ils ne seront pas contents. Mais c'est aussi des options pour faire rentrer des millions dans les caisses de l'État. Oui, mais j'ignore le train de vie de ces députés, ces ministres. En Afrique, les ministres et députés, rassurez-vous, ils gagnent très bien. Si vous comparez au SMIC, c'est parfois 100 fois le SMIC, leur salaire. Donc ils gagnent très bien. Ou je suppose qu'il y a déjà eu un tas de vie déjà réduit. c'est pas sûr. Je suppose que l'autre option appartiendrait au gouvernement. Au gouvernement, pas à moi, pas à vous, pas à lui, mais ceux qui sont là, ils verront si la réduction, si on peut réduire le temps de vie de tel taux, est-ce que ça peut aller? Et donc, ils peuvent le faire. C'est une option, certes. Mais l'autre option, c'est de prendre aussi les impôts qui ne rentrent pas. Quand le président William Ruto annonce donc avoir concédé à la demande des manifestants et que la loi de finances va être retirée, les jeunes appellent à la prudence parce qu'il voulait combler un manque à gagner qu'il a introduit cette taxe. Il va reculer aussi facilement? Non, le gouverner, c'est prévoir. La loi de finances, c'est une loi qui est comme l'envers et le revers d'une médaille. Donc, un État sérieux qui veut normalement gouverner et encadrer ses citoyens et donner de quoi ses citoyens à manger doit se baser sur la loi de finances. Donc, retirer purement simplement cette loi de finances, ça va créer aussi d'autres ennuis pour l'État en question. Et, tout à l'heure, vous avez évoqué la réduction du taux du train de vie de l'État. Mais l'État ne peut pas réduire son train de vie si la cagnotte est un peu vide. Si la cagnotte est vide, on ne peut pas réduire aussi le train de vie. On peut réduire le train tout le monde doit faire des sacrifices aussi. On doit faire des sacrifices, mais c'est pas cette manière on fait des sacrifices. Je suis d'accord avec les jeunes que leur revendication était légitime, mais l'État aussi, pour gouverner, pour au moins assumer sa souveraineté nationale et internationale, doit se baser sur des ressources disponibles dans son ressort interne. Mais plier l'État par la force, parce que ce que nous revendiquons est légitime et que ce que l'État est en train
doit sur soi statuer, ce serait compliqué. C'est-à-dire que c'est renvoyer l'État, c'est d'abandonner ses missions régaliennes. L'État ne peut pas se démissionner, mais l'État doit écouter la population, et là, il peut une fois créer des couloirs de discussion pour amender et améliorer ce que prévoit cette loi de finances. Mais tel que nous le voyons aujourd'hui avec la prudence, c'est qu'ils ont dit qu'ils n'ont qu'à être prudents, ces jeunes n'ont qu'à être prudents, parce qu'on ne sait jamais que Ruto va encore revenir en force pour introduire cette loi de finances. Parce que là, puisque c'est voté par le Parlement, ça doit être promulgué, donc cela suppose qu'ils s'abstiennent à promulguer la loi. Et qu'elle soit renvoyée peut-être en deuxième lecture. Deuxième lecture comme le Togo la fois dernière, mais l'essentiel est que la loi de finances, c'est la loi qui définit. La loi de finances est inscrite dans le budget. Bien sûr, c'est le budget carrément. C'est le budget même, c'est le budget même de l'État. La partie recettes, dépenses. La partie recettes, Donc maintenant, dire que ce qui constitue le nœud même de l'État, on va retirer purement simplement. Je ne suis pas. Il faut revoir la copie. Oui, il faut revoir la copie, mais on peut amender cette loi de finances, mais retirer purement simplement, ça va créer d'autres ennuis pour l'État. En tout cas, dans son discours à la nation, il a déclaré qu'il était clair que les Kenyans ne voulaient rien savoir de ce projet de loi. En tout cas, c'est pas que les Kenyans ne veulent pas d'un projet de loi de finances, ça c'est obligatoire, mais un projet de loi de finances avec des taxes augmentées, que nenni. Je suis sûr que quand on prend un poignet de ces manifestants et qu'on leur dit que dit la loi, le projet de loi de finances, beaucoup ne seront pas en mesure de vous dire de quoi il s'agit. Ils savent au moins que le prix du pain va augmenter. Ce qu'ils ont fait à créer des groupes de WhatsApp, de TikTok, de Instagram, ce qu'ils ont fait, et c'est impressionnant, ils ont traduit à différentes langues nationales ce que dit cette loi de finances. Donc ils comprennent mieux cette loi de finances, raison pour laquelle la manifestation avait prise. Voilà. Ils comprennent mieux, je sais, mais je dis quand vous prenez pour ces gens-là, ils ne comprennent pas trop le fond de la chose. Vous savez, la politique en Afrique, c'est difficile. Il y a quelqu'un qui est au pouvoir, quelqu'un qui n'a pas réussi à aller au pouvoir. Il est dans l'ombre là, il veut juste une étincelle pour faire embraser le pays. Et donc, il y a quelqu'un qui dira, mais voilà, le pain, il faut acheter 16%. Donc, le pain que vous achetez à 100 francs devient 116 francs. Etc., etc., etc. Eh bien, il met en colère, ça je l'ai dit, défendez-vous, sinon vous mourrez affamé. Est-ce que c'est faux? Non, ce n'est pas faux. Mais j'ai dit, ça là peut être autour d'une table de négociation que d'aller dire, pousser des gens à aller manifester. Manifester fait partie des droits régaliens d'un citoyen. Parce que les manifestations avaient commencé dans le calme. C'est parce que, vous savez, chaque fois que la police aussi n'est pas professionnelle. Quand William Ruto dit que vous n'écouterez plus rien de ça, c'est face à ces morts-là. C'est-à-dire qu'il a eu une situation qui l'a dépassé. Et donc, il ne peut que retirer son projet de loi en attendant. Pour le moment, personne ne sait ce qui viendrait. On va revenir avec le projet, mais réviser, revu un peu, les taux, la revue un peu à la baisse. Personne ne sait pour le moment. Mais William Ruto, je pense que c'est le président Ruto, il a posé un acte d'apaisement. Il a posé un acte d'apaisement. Maintenant, je vais dire quelque chose, une petite analyse. Quand j'étais tout petit, quand on allait à l'école de OCP, c'est 10 francs que ma maman me donnait. Et j'allais. Quand j'étais arrivé en 6e, ça devient 25 francs. Au lycée, 50 francs. Après, 100 francs. Ça augmente. Là, quand tu as 200 francs. À l'université, tu manges. Mais aujourd'hui, quand tu remets 500 à un enfant, tu n'auras rien fait. Alors il faut que les populations comprennent. Et il n'y a pas eu, quand nous prenons par exemple l'EPIC, la boîte du l'EPIC. Je ne sais pas s'il est permis de parler d'un produit sur le plateau. Faites de la publicité pour eux. D'accord, je ne parle pas de. Quand on prend une boîte de lait, n'importe quel lait. Non concentré. Une boîte de lait,
quand le prix augmente, ça ne revient jamais derrière. Oui. Quand le prix augmente là, ça ne revient jamais derrière. Mais vous savez que le lait, on peut s'en passer. Hein. Ça ne fait pas l'objet Mais l'huile, on ne peut d'une pas s'en loi passer. de finances. Même quand je prends l'huile, On ne peut pas s'en passer. le litre d'huile, au départ, on savait ce que ça coûtait, ce que ça coûte aujourd'hui, ce que ça coûtera demain. C'est-à-dire que je veux dire que la vie coûte cher chaque jour qui passe. Mais la Mais là, question, quand ça... Oui. Frédéric Azeglo, si les gouvernants faisaient en sorte que le pouvoir d'achat des populations suit l'augmentation des prix, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Oui, naturellement. Les pouvoirs d'achat, ce n'est pas un problème propre au Kenya. Oui. Ni à la J'ai parlé France. des gouvernants. Oui, c'est dans le monde. L'histoire des pouvoirs d'achat, c'est une histoire, un Est-ce problème que ce n'est pas réel. finalement toutes ces taxes et autres qui créent la paupérisation? Oui, je dirais oui. Je dirais Donc oui. il faut les retirer simplement. Les retirer. Et l'État va vivre de quoi? L'État va Non, vivre de pas quoi? des taxes, mais les augmentations, c'est ce que je peux dire. Mais si vous permettez, on va marquer la pause, la première pause, le temps de regarder ensemble le journal 10 minutes. Et on sera de retour derrière pour la deuxième partie. Ça marche.